Et dans le dossier 2005 de l'ANDRA, il y avait cette estimation. 4000 m3 d'hydrogène également par corrosion. Donc évidemment, il va falloir une ventilation. Parce que si on n'a pas de ventilation, à ce moment-là, on a les risques d'inflammation et d'explosion. Et donc finalement, le fait d'avoir, eu une demande de la part des départements de Meuse et de Haute-Marne et en résultante d'accueillir le stockage dans de l'argile, fait que finalement, Cigéo, c'est d'une certaine manière une certaine usine à hydrogène. Et évidemment, de l'hydrogène en souterrain, c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors, vous me direz, mais oui, mais ça on le savait en 2005, donc toute la conception a dû être prévue pour éviter les risques liés à l'hydrogène et faire en sorte que ce soit ventilé, etc. Et oui, mais je vous ai dit également que, comme on a choisi l'argile, ça veut dire que quand on va creuser, il va falloir des soutènements extrêmement importants. C'est à peu près 1 mètre de béton, c'est des structures métalliques extrêmement importantes. Et donc ça veut dire quoi ça? Alors que dans du granit ou dans du sel, il n'y a pas d'eau, et quand vous creusez, vous n'avez pas besoin de mettre des soutènements, hein, ça reste en place. Hein, du granit, c'est costaud. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le coût du volume utile va être extrêmement coûteux. Donc, comme c'est coûteux, on va essayer, on a ces volumes de déchets, on va essayer de faire ça au minimum. Et donc pour faire au minimum, on va ne mettre que les colis. Ça veut dire qu'on ne va pas les protéger. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre d'enveloppe de protection radiologique. Parce que quand vous voyez les castors, enfin quand vous voyez au niveau des trains de transport de matériaux, en réalité vous ne voyez que l'emballage pratiquement. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc ça voudrait dire qu'on aurait augmenté le volume. Mais évidemment, augmenter le volume aurait fait un coût, donc ça aurait été encore plus coûteux. Donc ça veut dire que non seulement on va ne pas mettre de protection radiologique, mais on va essayer aussi de faire des structures, des alvéoles extrêmement importantes. Et donc, en finale, dès que vous allez mettre un colis dans ces structures qui font, au départ ça devait être 500 mètres de long, maintenant c'est 850 mètres, 7 à 8 mètres à 9 mètres de diamètre, dès que vous allez mettre le moindre colis dans cette structure, vous ne pourrez plus pénétrer dans cette structure. Ça veut dire que vous ne pourrez plus faire de maintenance. Ça veut dire qu'il y aura un nombre extrêmement important de colis. Et comme ces colis, en fait, la moindre divergence d'un colis peut générer un souci, à ce moment-là, vous allez avoir toute l'alvéole qui risque d'avoir un gros souci du fait des quantités de bitume et donc avec des risques extrêmement importants. Et donc, en final, on voit les risques. On a une accumulation, une combinaison de points qui vont être extrêmement pénalisantes et peuvent provoquer un risque incendie extrêmement important. On a notre hydrogène, les 4000 plus les 1000, donc on a nos 5000 m3 d'hydrogène. On a notre bitume, les 9700 tonnes, et avec un nombre d'alvéoles qui est réduit. Donc en fait, on a une quantité extrêmement importante de bitume par alvéole. La ventilation, on a vu que c'était indispensable de la conserver et d'avoir une ventilation forte. Alors, une ventilation forte, attention, c'est fort, c'est 2 millions de mètres cubes par heure. C'est extrêmement puissant. Donc, ça va servir à évacuer les poussières du chantier, etc. Mais c'est également pour évacuer l'hydrogène. Mais si, imaginons que ça s'arrête, l'endroit, plus ou moins, modéliser le fait que si au bout de 3 semaines, 1 mois, il n'y avait plus de ventilation, là on va vraiment à la catastrophe. Et puis le 4e élément pour faire un bel incendie, d'une certaine manière, c'est l'élément déclencheur, les étincelles. Et ça, on ne va pas manquer d'étincelles, parce que tous les systèmes de manutention sont à base de batteries. Alors, ne me dites pas qu'une batterie ne produit pas d'étincelles, mais même pour de l'hydrogène, il suffit même de frottement d'électricité électrostatique. Ça peut être le seuil de déclenchement est extrêmement faible, et donc en fait, ça peut provoquer également un incendie. Donc on voit que par le fait d'avoir... Donc, je ne sais pas si vous voyez, le fait, on a choisi de l'argile. Cette argile génère... de l'hydrogène. Cette argile impose, des coûts importants. Et en finale, on a fait une conception pour diminuer les coûts
mais sans prendre en compte en réalité les risques combinés des 4 éléments, et on a notre risque incendie. Alors ce risque incendie, c'est pas nouveau, moi j'en avais parlé en 2012, mais maintenant c'est confirmé par l'IRSN. En 2017, dans son dossier d'option de sûreté, l'IRSN a bien confirmé que vis-à-vis d'un incendie, Cigéo était extrêmement fragile, extrêmement sensible. Donc, une conception, évidemment, qui pose des soucis. Alors maintenant qu'on a vu que Cigéo était quand même assez, je dirais, ne répondait pas vraiment à la question de traiter l'ensemble des déchets, que Cigéo avait été, choisi pour des raisons qui n'étaient absolument pas des raisons scientifiques, mais des raisons politiques, et qui a fait qu'on était arrivé dans de l'argile, et que l'argile générait donc de l'hydrogène, et que derrière on avait donc ces problèmes liés à l'incendie. Combien ça va coûter tout ça? Parce que finalement on voit que ça ne sert pas à grand chose, c'est dangereux, et ça a été mal conçu. Alors, quel est le contexte pour le chiffrage 2014? Tout ça, ce sont des chiffres de l'ANDRA. C'est donc durée moyenne d'exploitation, c'est 50 ans. On ne traite pas, les combustibles usés évidemment ne sont pas pris en compte, et on a nos déchets, donc moyenne activité et haute activité. Alors de là, l'ANDRA a fait une approche. Alors ceux qui font un peu de statistiques verront, deux courbes de Gauss. C'est une approche avec un certain nombre d'aléas, et en moyenne, on arrive à 32 milliards d'euros. Alors bon, un projet qui sert à rien, c'est quand même cher. Ça servira à quelque chose, bon, pourquoi pas, mais là on voit qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui n'ont pas été prises en compte. Alors, d'autant que finalement, le chiffrage, il a été fait en 2014, mais il y a déjà eu des évolutions, et l'IRSN, justement, dans son dossier d'option de sûreté, a mis à jour un certain nombre de choses. Alors déjà, donc, la mise à jour de l'inventaire et du volume à stocker rien qu'en déchets à moyenne activité. Et qu'est-ce que l'on observe? On a déjà 50 000 m3, parce qu'il faut faire attention, au niveau des déchets, il y a les déchets, on parle de déchets colis primaires et colis conditionnés. Donc les 73 000 m3, ça équivaut quand même à 350 000 m3 conditionnés. L'IRSN a dit, non, c'est plus 350 000 m3, mais ce serait plutôt 400 000 m3. Et puis, en plus de ces 50 000 m3, vous avez en réserve à peu près 100 000 m3. Donc, en final, on a 150 000 m3 en plus à prévoir dans le chiffrage par rapport au chiffrage 2014. Donc, ça fait quand même 44%. Alors, s'il y avait que ça, mais le pire, il est là, c'est que on a bien vu que si on voulait vraiment que Cigéo traite la totalité des matières nucléaires, et Bernard l'a dit, ailleurs à l'étranger, tout ce qui est combustible usé, irradié, ce sont des déchets. Moi j'ai vu en Belgique, j'ai pu étudier le projet belge, leur combustible usé, ce sont des déchets. Ce n'est pas le cas encore en France. Alors si en France on devait le prévoir, l'IRSN a fait un scénario. On a donc 68 000 m3 à prévoir en plus, ce qui fait qu'on a 680% à prévoir dans les chiffrages. Je dirais, il n'y a rien de sorcier à ça. Alors, c'est pas très compliqué de faire une petite mise à jour du chiffrage, parce que on a différents postes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a des postes d'investissement et des postes d'exploitation. Et on a ce qui est variable, c'est-à-dire vous avez des postes, ces postes-là peuvent être, certains postes sont directement liés au volume, c'est en fait quand vous avez des alvéoles, s'il en faut plus, évidemment, ça c'est un coût variable. Je ne parle pas du coût des puits ou des bâtiments, de la descendrie, tout ça, je mets ça de côté. Mais en coût variable, donc en investissement et en exploitation,
on voit que, par exemple, pour les déchets moyenne activité vie longue, on va avoir des coûts variables d'investissement et des coûts variables d'exploitation. Donc là, on va avoir de l'ordre de 7 milliards, par exemple, de coûts variables pour les déchets moyenne activité. Et donc, si on fait une règle de 3 avec 44%, on a 3 milliards de plus en conséquence. Alors pour les déchets haute activité, et donc si on comprend donc les combustibles usés, et on doit les comprendre, si on prend je dirais le scénario de renouvellement avec déjà l'EPR et puis ensuite des réacteurs à neutrons rapides, a priori ça semble complètement délirant, parce que si on reste avec un scénario uniquement EPR, ces combustibles usés, ils ne sont pas utilisables, hein, on est bien d'accord. Donc, à ce moment-là, donc on a 9 milliards à peu près en coût variable de ces déchets, et avec ces augmentations, on arrive à 66 milliards. Alors vous allez me dire, on va essayer de voir, on fait le total de tout ça. Alors tout ça, je l'ai présenté l'année dernière à la Cour des comptes. Il doit y avoir un dossier qui doit être sorti justement sur tout l'aval du nucléaire. Et donc, de manière à ce qu'on voit vraiment le coût réel de ces matières radioactives. Alors, donc on part de 32,8 milliards. Donc, il y a eu des sous-estimations qui avaient été mises en évidence par l'ASN, donc je les ai restituées. Les optimisations, on arrive à peu près à 35 milliards. Mais si on rajoute, évidemment, donc les volumes de moyenne activité vie longue qui ont été identifiés par l'IRSN, plus les volumes des combustibles usés, on arrive à peu près à 105 milliards. Vous voyez, ça commence à faire cher pour ce projet. Et il faut savoir quand même, et là donc c'est pas très visible sur l'écran, mais il faut voir que l'ANDRA, dans ses chiffrages, a considéré que c'est une fourchette de moins 20 à plus 40%. Donc moins 20 à plus 40% vis-à-vis de 105 milliards, on voit qu'on oscille entre 85 et 147 milliards. Alors, vous allez me dire, mais c'est énorme. Oui, mais c'est pas très délirant finalement, parce que quand on regarde le projet WIP aux États-Unis, qui a pour objet de stocker les déchets nucléaires militaires, c'est un projet qui est à peu près 10 fois inférieur à CIGEO. C'est un projet qui, à la base, avait été estimé à peu près $1 milliard en 91, qui en 2013 a été estimé à 19 milliards, donc une multiplication par 19, et quand on multiplie 19 milliards par 10, on arrive à peu près à 150 milliards d'euros. Donc, grosso modo, à la louche, c'est pas complètement aberrant. Alors, ça veut dire que, oui, mais imaginons qu'on reste quand même sur les 105 milliards. Vis-à-vis d'EDF, là, ça va faire mal. Ça va faire mal parce qu'en fait, si on considère la contribution d'EDF, et donc en retirant la contribution d'Orano, enfin, si on sait la situation financière d'Orano et du CEA, ça fait quand même, ça équivaudrait à 7,3% du chiffre d'affaires d'EDF. Donc c'est pas les 1% sur les déchets. Non, on arrive à 7%. Donc finalement, j'ai bien le sentiment que payer 105 milliards et sans aléas, sans rien. Si je passe sur le facteur 19 du projet du WIP. Alors, vous voyez, en fait, donc, je voulais être un peu pragmatique et assez simple finalement par rapport à l'approche d'un projet et par rapport aux questions pourquoi, où, comment, combien, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on arrive en enseignement ? Finalement, que c'est un vieux projet qui est déjà dépassé, obsolète. Parce que finalement, il ne répond pas à la question. Là, c'était l'image, c'est pas très visible, mais c'était le démantèlement de Super Phénix. Donc on imagine bien qu'on ne va pas faire un renouvellement avec tout un ensemble de PR et qu'après, on va faire tout un renouvellement avec des réacteurs en neutrons rapides. Non, mais attendez, on marche sur la tête. Donc, c'est un projet qui est déjà dépassé, obsolète. Deuxièmement, il a été localisé dans une roche complètement inappropriée. C'est une usine à gaz. Enfin, c'est vraiment une usine à gaz. Enfin, en termes d'hydrogène. Et tout ça, ça n'a pas été c'est pas quelque chose qui a été basé, vous le comprenez bien, sur un choix scientifique, technique, industriel. Ça a été basé sur un choix politique. Parce que la Meuse et la Haute-Marne ont été les seuls,
Alors évidemment, a posteriori, on peut se dire quelle grande naïveté ou quelle bêtise d'avoir accepté ça. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Et la conséquence, c'est qu'on fait ça dans l'argile. Troisièmement, en fait, les déchets, et Bernard en a parlé, sont des déchets qui actuellement produisent encore beaucoup de gaz. Les échelles, si on devait voir un peu l'inflexion, on a à peu près une centaine d'années. C'est des déchets qui sont évidemment bien trop chauds. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que mettre des substances qui produisent des gaz et avec une température importante, on ne met pas ça dans du souterrain, et a fortiori pas dans de l'argile. Parce que dans de l'argile, tout le monde sait que les propriétés de l'argile, au-delà de 90-100 degrés, on fait des assiettes. Enfin, on change complètement la structure. Donc, le côté confinement, et je ne parle même pas de la rétractation de la roche. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ventilez, tout le monde sait que vous avez dû faire l'observation sur un sol argileux, quand il pleut, vous videz donc votre seau d'eau, vous allez avoir une flaque, et puis la flaque, elle risque de rester longtemps avec une atmosphère saturée. Maintenant, si vous êtes en été, ou s'il y a eu un peu de vent, votre sol, c'est pas quelque chose d'homogène, il va être craquelé. Et quand vous videz votre seau d'eau, en quelques ondes, l'eau, elle disparaît. Donc la migration des radioéléments, il ne faut pas considérer qu'elle va être, confinée. Parce qu'à ce moment-là, non seulement vous aurez vos fractures, vos fissures, mais en plus, et ça, on n'en parle pas trop, mais en plus, si vous avez une maison sur un sol argileux en période de sécheresse, il va y avoir de la rétractation du terrain. Et la structure industrielle qui est en souterrain, comment ça va tenir? On a de l'eau au-dessus, on a de l'eau en dessous, on a du béton. C'est le béton, on peut mettre un mètre d'épaisseur, il va bouger, il va se fissurer. Et donc à ce moment-là, on aura des voies de migration. Ensuite, la conception, j'en reviens pas, c'est extrêmement sensible au risque incendie, ça tout le monde l'a dit dès le début, ça a été rappelé par l'IRSN. Alors l'ASN vis-à-vis du bitume a une réponse on croit qu'on marche sur la tête. Quelle a été la réponse de l'ASN? C'est de dire, oui, il y a un risque qui est important. Alors ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on ne va pas les stocker au début, on les stockera plutôt après. Alors oui, ce sera bien quand il y aura énormément de matière radioactive, là oui, l'incendie sera vraiment intéressant. Voilà, et donc, et finalement, et avec un coût, alors là, on est à plus de 100 milliards. Alors je pense que quand Ségolène Royal a dit, non, on va mettre... L'ANDRA, vous avez dit, c'est à peu près 34 milliards. C'est bien trop parce que ça voudrait dire qu'il faudrait adapter les provisions vis-à-vis du budget de EDF. Et donc, on va considérer que c'est 25 milliards. Évidemment, ça fait moins de provisions. Mais 25 milliards, s'il faut multiplier par 4, ou par 5, ou par 6, là, je pense qu'on aura quelques soucis. Alors, par rapport à tout ça, et puis par rapport aux courbes de gaz, de dégagement de gaz et de température, qu'est-ce qui se fait à l'étranger? Alors, ce qui se fait à l'étranger, en fait, déjà, on sécurise. Bernard a parlé des piscines. En effet, je crois que là, il y a un risque énorme au niveau de l'algue. Il faut pouvoir suivre ces stockages. Il faut leur permettre de dégazer et de baisser en température, mais sans qu'il y ait forcément une ventilation, active. Ça peut être une ventilation naturelle. Alors là, il y a aussi bien les États-Unis, le Canada, l'Allemagne font ça dans différentes structures. Derrière un concept, il peut y avoir des casemates, il peut y avoir tout un ensemble de systèmes à sec. Ce sont des structures à sec et pour lesquelles en fait il n'y a pas trop de risques. Même s'il y avait un 747 qui là-dedans, c'est vraiment très sécurisé. Au pire, on peut même les mettre et c'est ce que fait l'Allemagne, dans des sites en subsurface. Donc réellement, l'idée, c'est déjà de diminuer la dangerosité par le dégazage, par la diminution de température, et les entreposer sur les lieux de production. On le voit à chaque fois dans ces pays-là, c'est sur les centrales. Et en final, donc, et là, je pense que Bernard pourra également apporter peut-être d'autres éclairages. L'idée, c'est quoi en termes de solutions, en tout cas de suggestions? Premièrement, on le voit, c'est de mettre en œuvre des solutions d'attente.
Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas le court terme, entre le court terme et le très long terme, il y a le moyen terme. Et on voit que le moyen terme règle un problème très important qui est, je dirais, la diminution de la température, la diminution des gaz. Et ces solutions-là de moyen terme sont déjà mises en œuvre aux États-Unis. C'est la principale manière de traiter les déchets. Depuis qu'il y avait un projet du Caille Mountain qui a été abandonné par l'administration Obama. Et il y a des sociétés qui font ça très bien, et on peut même remarquer qu'il y a une société française qui fait ce système-là. Orano est un des leaders sur le sujet. Bon, il y a aussi Holtec, Bernard pourra en parler aussi. Ça, c'est la première suggestion, de faire en sorte que ce soit sécurisé et qu'on mette ça et qu'on traite ça de moyen terme. Deuxième suggestion, c'est de se dire, ce moyen terme permettra sans doute à la science, peut-être, de régler de manière plus satisfaisante ces déchets. Tout le monde a su qu'on avait obtenu, Gérard Mourou avait obtenu un prix Nobel de physique. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les lasers de très forte puissance. Et il s'était lancé à dire, après son prix Nobel, son défi, c'était de pouvoir réduire la radioactivité avec ces lasers de forte puissance, de manière à modifier la structure de ces matières radioactives. Et puis en finale, et en troisième suggestion, vous pourriez me dire, oui, mais les générations futures, qu'est-ce qu'on en fait? On va leur laisser ce fardeau sur le dos. Oui, mais à la limite, ce qui serait le mieux, en tout cas, on pourrait prendre l'exemple de notre génération par rapport aux générations précédentes qui, pour certains types de déchets, on a pu à s'en occuper, mais c'est vrai, ce sont des déchets qu'on a balancés dans les années 70 par-dessus bord, dans la Manche ou au large de l'Angleterre. On aurait préféré les conserver et pouvoir les traiter correctement. Et c'est tout à fait ça que qu'on peut suggérer, c'est vraiment de faire des apports vis-à-vis de ces générations futures, des apports en connaissances scientifiques fiables, crédibles, éprouvés, et surtout sur du long terme, parce qu'on voit que, évidemment, ce sont des projets, ce sont des études qu'il faut mener, non pas sur 2, 3 ou 4 ans, c'est sur 10, 50, il y a les questions de corrosion, de résistance des matériaux, etc. Donc tout ça, il faut vraiment... On voit que ce seront des solutions irréversibles, donc automatiquement, il faut avoir une crédibilité par rapport à ça. Et donc c'est plutôt ça qu'il faudrait transmettre aux générations futures, et puis surtout également des capitaux, de l'argent, sonnant et trébuchant, et non pas des actifs nucléaires qui ne vaudront plus rien dans 30 ans, parce que c'est un petit peu ça le truc. Donc voilà un peu les suggestions. Et puis le constat, je crois que j'en avais fait un peu la démonstration, c'est un vieux projet. CIGEO, c'est un vieux projet qui ne répond pas aux questions, qui est dépassé. Donc il faut espérer qu'il ne se fera pas. Mais je pense que rien que pour la question économique, dès qu'il faudra commencer à mettre les coups de pelle, etc., EDF sera obligé, comme à ce moment-là, de commencer à payer. Et je pense que là, ça risque de poser quelques soucis. Enfin bon. Voilà ce que je pouvais dire vis-à-vis du projet CIGEO et avec le contexte des déchets que Bernard avait pu rappeler. Voilà, écoutez, on est à votre disposition pour des questions.